Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous partager ce 11e épisode, la suite du 10e épisode, donc avec Sébastien Kopp, le fondateur de Veja. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode numéro 10, je vous recommande vivement de revenir un épisode en arrière. Sébastien est donc le cofondateur avec Guilain de la marque de chaussures, entre autres Veja. Il va nous raconter dans cet épisode comment ils ont développé la marque et puis quelles aventures ils ont pu avoir, notamment avec centrecommercial.cc. Vous avez été nombreux en tout cas à m'envoyer des messages et à partager, à aimer le premier épisode, donc j'en suis ravi, je vois que ça vous a plu et c'est vraiment top. N'hésitez pas à partager cet épisode et puis un geste facile à vous abonner sur iTunes à Génération Do It Yourself ou sur SoundCloud, c'est le meilleur moyen de me soutenir, avec évidemment le partage. Vous pouvez l'envoyer à un ami par email, par texto ou à tous vos amis sur les réseaux sociaux pour faire partager un peu cette quête de connaissances. Je vous souhaite une très bonne écoute pour ce 11e épisode de Génération Do It Yourself avec Sébastien Kopp et Mathieu Stéphanie. C'est important, je pense, dans la vie dans les vies folles qu'on mène, de savoir ralentir le rythme. Mais ralentir le rythme, c'est pas forcément partir en vacances, mais c'est ralentir le rythme de la vie, c'est-à-dire pas faire 7 rendez-vous ou 8 rendez-vous par jour, pour finir en buvant l'apéro avec des copains et aller dîner avec d'autres. C'est ralentir ce rythme-là, c'est assez important. Moi, ça me manque aujourd'hui un peu. Bref. Et du coup, Veja commence sur les chapeaux de roue, en fait. Veja commence très fort, très vite. On livre la première collection et j'ai manqué une étape. C'est une association de réinsertion qui s'occupe de la logistique. On les convainc de s'occuper de la logistique de Veja, c'est-à-dire d'être notre prestataire logistique. C'est des gars en réinsertion qui ont eu des vies un peu cassées en France. En France, le stock de Veja est en France, ça arrive en France et ensuite est dispatché partout, et surtout en Europe au début. C'est pour ça que je parlais de logistique tout à l'heure, parce que je connaissais ce petit, c'est pas un détail, ce rouage dans votre système, donc sur la logistique, mais je savais pas que ça avait été dès le début. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose où vous avez dit, je vais pas utiliser les mêmes stocks ou entrepôts que les autres, je veux un truc aussi plus... parce que la facilité, elle aurait été quand même d'aller chez un mec qui fait du dispatch et qui existe déjà. Ah oui, mais c'était ce qui nous faisait courir, c'était on prend une basket, on la déconstruit économiquement, on déconstruit toutes les étapes de cette basket et à chaque fois qu'on peut changer une étape, avoir un impact environnemental meilleur, avoir un impact social meilleur. C'est là où ça me fait marrer, ça m'impressionne et c'est que vous lâchez rien, quoi. C'est-à-dire que je comprends que tu lâches rien, je comprends que tu as envie, mais tu pourrais dire dans les étapes de la construction de ces sociétés pour notamment potentiellement même la viabiliser économiquement. Au début, j'achète du coton bio, mais pas du caoutchouc bio. J'achète et puis après, je mettrai le caoutchouc comme ça, et puis après, je ferai le dispatch comme ça. Je vais le faire au fur et à mesure. Là, c'est dès la première prod. Quand je dis que vous êtes des ayatollahs, c'est que avec vous-même, en tout cas, c'est que vous avez quand même ce truc de se dire, c'est pas un objectif à moyen terme, c'est que dès la première prod, j'en vois, et sur mon chemin, dans la déconstruction de cette valeur, quand je la reconstruis, j'ai fait une chaîne qui est différente, sans avoir aucune concession. Peut-être que t'en avais, mais si, faut la transporter. Je suppose qu'elle est transportée avec des bateaux qui utilisent du pétrole. Bon, oui, bien sûr. Mais ça, on pouvait pas changer. Ouais. Et mais en même temps, quand t'as que ça à faire, ça nous paraissait pas fou. Ouais. Parce que à partir du moment où tu lâches la communication, ça nous a libéré un coût pour produire des baskets 7 fois plus cher que si on les produisait en Asie du Sud-Est.
mais ça te libère aussi un temps énorme qui est celui que tu passes à penser comment tu vas vendre une basket. Est-ce qu'elle va sauter plus haut? Est-ce qu'elle va courir plus vite? Est-ce qu'elle va te rendre plus glamour que les autres, qui sont finalement souvent des histoires factices, qui sont souvent du storytelling. Là, notre storytelling, c'était la vérité, c'était la prod, c'était prendre les lumières que tu mets généralement sur une histoire un peu inventée, artifice. Mais c'est même là plus loin que la prod. C'est justement là où j'en viens, c'est que c'est aussi la distrib. C'est toute la chaîne économique. C'est ça qui est intéressant. C'est toute la chaîne économique, et c'est ça qui est, tu n'abandonnes aucun maillon de la chaîne. Et oui, je pense, j'ai peut-être un souvenir un peu tronqué parce que ça fait longtemps, mais je pense qu'on s'est dit, est-ce qu'on fait l'association d'insertion? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas être plus moins efficace que si on prenait un prestataire logistique normal? Et on s'est dit non, c'est quitte à affronter la réalité, autant l'affronter jusqu'au bout. Et en fait, le fait de me retrouver avec les gars dans ce hangar, il y a des gars qui savent pas lire, il y a des gars qui savent pas écrire, il y a des gars qui parlent pas du tout français. Et ben, ça te force à penser ce que doit être la logistique d'une marque de basket et comment s'y prendre, et le nombre de paires que tu mets dans un carton, et les cartons, comment gagner de l'espace et gagner de la place en créant ta boîte de basket, etc. Enfin, en fait, cet affrontement avec la réalité, ou cette confrontation avec la réalité, te permet de la transformer. Et te permet aussi d'avoir une rationalité économique plus grande, parce que on est la seule marque au monde aujourd'hui, une des seules marques, enfin je pense qu'on est la seule marque et de basket et de textile qui achète son coton. Mais à partir du moment où tu achètes ton coton bio, tu connais les prix du coton. Oui, puis t'as pas d'intermédiaire qui prend sa marge. Mais ça, c'est le but du commerce équitable, c'est de désintermédiariser, c'est-à-dire que t'as pas 10 intermédiaires, sellers, traders, etc., qui prennent leur marge. Donc, nos baskets valent beaucoup plus cher, mais s'il y avait des traders et des intermédiaires au milieu, ça serait encore plus cher. Ce serait pas viable. Ça serait pas viable du tout. S'il y avait des traders de coton bio, on n'en sortirait pas. Ça veut dire qu'ils prendraient 10% ou 5% du prix du coton. Enfin, à chaque fois, le prix, il s'agrège, le coût, il va s'agréger dans le prix final de la basket. Et du coup, on était quasi obligés, mais on n'a même pas réfléchi à le faire autrement, si tu veux. Mais après, ça donne un avantage énorme que de maîtriser le coût du coton, le coût du caoutchouc, le coût. Après, l'usine de basket, elle peut pas te raconter n'importe quoi, puisque t'es la marque. Eux, ils savent même pas combien coûte le coton, ils savent combien coûte la toile, mais ils savent même pas le prix du coton, l'usine de basket. En général, c'est les usines qui commandent tout, qui commandent les matières premières. Toi, t'arrives avec t'es une marque de basket normale. Tu leur fais un plan. T'arrives avec la basket, tu leur dis je veux ça, et c'est eux qui se débrouillent. Là, non. Là, on leur pavait le chemin. Alors, ils nous disaient c'est beaucoup plus cher. Vous êtes sûr que vous voulez utiliser cette toile-là? Elle est beaucoup plus chère. Oui, on veut utiliser cette toile-là parce que c'est nous qui avons acheté le coton et nous qui avons revendu le coton sans marge, avec 0,5% de marge, sinon c'est pas légal, c'est du dumping, à la coopérative de filage. Mais du coup, on connaissait tous les coûts. D'accord. Et ça donne, dans le temps, ça donne un avantage énorme. Donc t'as tes 2000 baskets qui arrivent en France. Voilà, elles sont livrées dans les magasins. Voilà. C'est pour les magasins parisiens, c'est l'association de réinsertion qui livre eux-mêmes. Oui. Donc avec des histoires assez dingues. Et c'est vrai que voilà, elles sont livrées et elles partent à une vitesse. En une semaine, il n'y a plus rien. D'accord. Et là, les magasins nous rappellent, ils nous disent on veut du réassort. Et on leur dit il faut attendre 6 mois. Ils nous disent quoi? Comment? Non, mais non, on produisait maintenant. On leur dit non, on n'a pas assez de coton pour produire. La récolte est en juin. Vous les aurez en septembre-octobre, les prochaines. Et du coup, ça crée un manque énorme. C'est-à-dire qu'ils ont tous les jours des clients qui viennent demander des Veja, parce que sur notre site, on a un petit site, on a une page où il y a les noms des retailers, des distributeurs, des magasins qui les vendent. Et tous les jours, il y a des gens qui viennent leur demander des Veja. T'as un modèle? On a un modèle. D'accord. On a un modèle 7 couleurs ou 7 couleurs. En toile. On a une toile blanche. Ouais. Avec le V rouge, une toile blanche avec le V vert, une toile blanche avec le V noir, une noire. C'est très basique. Et du coup, Veja commence comme ça.
et d'une aventure, ça devient une entreprise rapidement. On commence à embaucher, on commence à grandir très vite, tous les ans on double. Tu réempruntes à chaque fois, du coup, à ce moment-là, ouais. Et vous êtes rentable à partir de quand, du coup? La première année. D'accord. La première année, parce qu'on n'a pas de salaire, on n'a pas de bureau, on n'a pas de coûts. Et du coup, t'as pas de salaire, ça fait des années que t'as pas de salaire. Tu as quand même des gens qui t'aident pour bouffer. Oui, non, quand on n'a pas de salaire, on mange des pâtes, on vit avec rien du tout. On vit avec un peu de bière et de vin ou... Ah oui, non, on a un appart. On a la chance d'avoir un appart par nos parents. On est logé par nos parents. Vous vivez pas tous les deux quand même ensemble? Ah non, on est chez nos parents. Ah, chez vos parents, vos parents. Oui, d'accord, ok. Non, je croyais que c'était logé par vos parents, chez vos parents. Ok, très bien. Et donc deuxième, le réassort, tu te souviens à peu près juste combien de chaussures? Tu fais la 2000, deuxième prod 4000, puis c'est ça? Non, on fait la première prod c'est 5000, la deuxième prod c'est 11000. Et après, je peux pas dire, ça doit être, je sais pas, 18000 ou 20000, je sais plus. D'accord. Et les prods, c'est annuel, du coup? C'est semestriel? Tous les 6 mois. Tous les 6 mois. C'est toutes en les fonction saisons. D'accord. Et ça, c'est à la fois en fonction de la mode, des critères de la mode qui demandent tous les 6 mois. Non, parce que c'est de la prod de coton uniquement. Parce que non, mais nos baskets elles changent pas. Pendant 3 ans, on a le même modèle qui change de couleur, mais c'est le même modèle. Le deuxième modèle, il arrive au bout de 2 ans, je crois. D'accord. Et après, donc Et après, on commence à avoir un rythme normal, c'est-à-dire on lance un modèle par an à partir de 2008-2009. D'accord. Ok. Et du coup, 2008-2009, la boîte marche bien. Ouais, non, mais elle a toujours bien marché. Toujours bien marché. On a toujours été, comme on n'avait pas d'investisseurs, on a toujours géré avec un peu le bon sens de nos grands-parents. Ça a toujours été une gestion. Veja, c'est toujours une gestion à la papa. Très. On sait que si on n'est pas rentable, on va être en difficulté très vite. Donc c'est vraiment une gestion. Alors, je pense qu'on oblitère, on va un peu moins vite. On croit pas du tout aussi vite qu'on aurait pu croître, mais ça nous dérange pas du tout parce c'est aussi une partie du commerce équitable et du développement durable, c'est-à-dire que t'es pas à la recherche de croissance absolue dans ce type de business. Ouais, et puis on est plus à la recherche de créer des racines profondes que créer un arbre qui va très haut très vite et qui va être très fragile. Et en fait, la demande est énorme et on sait que on a 25 ans et qu'à 27, 28, si on se retrouve à la tête d'une entreprise de 200 personnes, on va craquer. On est de très mauvais managers parce qu'on est beaucoup plus aventurier, voyage, un peu solitaire, un peu plutôt que manager. Tu vois, on a des copains en commun qui sont des super managers. Moi, je sais que aujourd'hui ça va. Aujourd'hui, j'ai 11 sur 20 ou 12 sur 20 en management, tu vois, mais à l'époque on est complètement les gens qui travaillent avec nous s'en rappellent avec émotion. On est complètement lunaire, quoi. C'est pas une entreprise. Mais ils travaillent toujours avec vous. Ouais, il y en a qui travaillent encore avec nous. Il y en a qui sont partis sous d'autres cieux encore plus cléments, mais c'est un peu bizarre comme organisation. Et du coup, après, pour parler encore un tout petit peu matériaux, après sur des problématiques aussi un peu plus business, mais je vois aussi dans les baskets qui nous entourent maintenant du cuir, par exemple. Alors, le défi de Veja, c'est quand je te parlais d'innovation tout à l'heure, c'était le défi de Veja, c'est innover technologiquement dans l'écologie, dans l'impact positif social, c'est-à-dire que on commence à développer d'autres matériaux à partir de 2008 et on se dit voilà, si on veut une basket en cuir clean, qu'est-ce que c'est? Donc on remonte la filière du cuir. En 2010-11, c'est un autre matériau qu'on voit, on l'a abandonné depuis. En 2014, on tombe sur un type un peu fou au Brésil qui crée une usine où il recycle les bouteilles en plastique et il les transforme en mèche, c'est-à-dire en tissu technique.
Ça vaut 20 fois le prix que payent les grandes marques pour avoir ce tissu technique normal. Mais nous, on lui dit, oui, pas de problème, on essaye. On le met sur des baskets. Aujourd'hui, c'est sur, je dirais, entre 30 et 40% de la collection. On utilise ce tissu-là, qui est parfait pour les baskets solides, respirants, hermétiques, à mémoire de forme, mais pas complètement. Enfin, et Veja, c'est ça, c'est trouver à chaque fois des nouveaux matériaux écologiques ou réinventer des matériaux qui sont pas très écologiques comme le cuir pour en faire quelque chose de beaucoup plus clean. Et vous avez eu là-dedans des gros fails, des problèmes de qualité, des problèmes comme toutes les marques. Hein. Ouais. Comme toutes les marques, en 2009, j'ai le souvenir de 5000 paires qui s'ouvrent, qui sont mal collées. Pour une raison que j'ai un peu oubliée. Mais je veux dire même sur des questions à cause peut-être de votre exigence tissu qui est mauvais ou je sais pas, non, ça reste. Au contraire, je crois qu'on utilise une colle écologique et que sur cette prod-là, l'usine nous le dit pas, mais j'utilise une colle qui n'est pas écologique et c'est celle-là qui s'ouvre. Alors c'est vraiment, tu vois, tu te dis bon, c'est vraiment un peu bêta, mais non, on a plein de problèmes. En 2008, je crois, il y a 11 tonnes de coton bio qui brûlent à cause d'un orage, parce que c'est des endroits très secs au Brésil et que l'orage met le feu à un atelier juste à côté du stockage du coton et tout brûle, mais tout brûle fort en 2 heures. Et on n'a plus de coton, on n'a plus de réserve de coton pour l'année qui vient. Donc tu peux plus produire. Donc on prend notre sac à dos et on repart au Brésil trouver d'autres producteurs et en se disant en fait il faut qu'on ait plus on avait un tampon de 10 tonnes de coton toujours, c'était notre stock minimum. En fait le tampon il doit faire 20 tonnes, il doit être dans 2 endroits différents, bref. Et là-dessus aujourd'hui c'est combien de paires là ta collection actuelle ou... Tu veux dire une collection qui nous entoure? Une collection la collection qu'on sort tous les 6 mois, c'est je dirais 80 paires. Et combien pour adultes et 40 pour enfants. Et on produit, j'ai pas bien les chiffres 2017. 2016, c'est 300 000 paires par an. 300 000 paires par an. 300 000 paires par an. Si je voulais faire. Et du coup, les fails, en fait, sont normaux. Je pense que on a une expression en portugais qui dit faz parte. Les fails, ça fait partie de n'importe quelle entreprise, de la vie de n'importe quelle organisation, etc. Et il faut pas se dire tiens, j'ai pas de chance, ça n'arrive qu'à moi. Et c'est un peu, les entrepreneurs, ils sont souvent un peu comme ça. C'est à râler, à dire oh là là, j'ai pas de chance. Bon, ne parlons pas des impôts parce que là, voilà, c'est un autre délire, mais toujours à se prendre le ciel sur la tête. Mais en fait, très tôt, on voit que les problèmes, ça fait partie du truc et il faut les affronter. Et en fait, un problème, c'est toujours une réflexion vers la solution et le problème doit te dire, on doit changer. Ça veut dire que, en fait, ça doit te donner le réflexe de dire qu'est-ce que j'ai mal fait. S'il y a un problème qui vient de l'extérieur, quand il y a le tonnerre qui tombe sur le stockage de coton bio, il faut avoir de stockage, quoi. Eh ben, c'est ta faute. Ouais. Tu dois te dire qu'est-ce que j'ai mal fait. En fait, avoir un stockage, c'était peut-être un peu osé. Avoir 2, si on en avait eu 2, il y en a un qui brûle, ok, c'est dommage, etc. Ok, on paye le coton au producteur quand même, etc. Mais on a quand même un autre stockage. T'avais une assurance? Non mais les assurances en France, voilà, enfin je te laisse seul juge. Et les assurances au Brésil, enfin bon. Et donc aujourd'hui, tu sais combien de producteurs vous avez? Est-ce que c'est des gens que vous faites vivre à 100%? Est-ce que tu as là-dessus des choses intéressantes? On a une vision, c'est pas nous qui les faisons vivre, hein, c'est eux qui font un boulot d'exception et qui vendent un produit d'exception mais qui te le vendent qu'à toi, non, pour certains? Et nous qui sommes des acheteurs un peu spéciaux, particuliers, mais on n'a pas du tout cette relation de sauveur ou de... Oui. On a vraiment une relation terre à terre assez cynique de commerces différents. Mais on reste client, on a des exigences, on a un cahier des charges, même si c'est un peu pédant de l'appeler comme ça. Mais tu peux refuser une prod parce que le coton il est pourri, quoi. Non. Non. On va trouver un moyen. Ok.
On va le coton pourri, ça n'arrive pas parce que voilà. Et on n'essaie pas de t'arnaquer au Brésil en 2006, ben peut-être que je vais dire non et que demain ça arrivera, mais en fait, quand tu es sur le terrain, quand tu passes ton temps sur le terrain, quand aujourd'hui Valdenira, qui est ingénieur agronome, une femme exceptionnelle, est la voix de Veja sur le terrain, dans les champs de coton bio, et qu'elle est là et qu'elle aide les producteurs, c'est une relation différente, quoi. Guilain est là-bas aussi tout le temps, hein. Et Guilain est là-bas souvent. Guilain a habité là-bas 2 ans. Y a un truc de présence physique qui est important. D'accord. Et donc, pour revenir sur cette question, tu sais combien vous êtes producteurs différents aujourd'hui, du coup Pour le coton ? Ouais. Ils sont 600. Vache. Ils sont 600. Les rendements, c'est-à-dire la productivité s'accroît. En Amazonie, j'ai pas envie de te dire de bêtises, ils sont une centaine, peut-être un peu plus, 150. Caoutchouc, donc. 150. Et toujours avec du caoutchouc. Alors oui, le caoutchouc, c'est que pour nous, parce qu'il y a que nous qui demandons. Mais on trace une voie où d'autres commencent à demander. Ils commencent à voir. Il y a un client qui est une banque, je crois, qui fait. Alors c'est vraiment ils font des élastiques pour tenir les billets, mais ils les produisent avec ce caoutchouc-là. Et en fait, notre truc, c'est de créer une voie pour que d'autres se disent, tiens, en fait, c'est pas si compliqué que ça, on peut le faire aussi. Et c'est en train de prendre, là, au bout de 12 ans. Pas Veja, hein, mais le fait de travailler de cette façon-là commence à vraiment intéresser et des petites, et des moyennes, et des grandes marques, que ce soit dans le textile ou des grandes entreprises, dans le textile ou ailleurs, pour travailler de cette façon-là. Et nous, c'est ce qu'on voulait. C'était un peu amorcer la pompe, pour dire c'est possible de travailler comme ça. Et là-dessus, donc vous produisez aujourd'hui donc 300 000 paires à peu près. L'idée c'est d'essayer. Alors peut-être que vous doublez plus tous les ans en termes de volume, mais en termes de chiffre d'affaires ou de choses comme ça. Mais le business aujourd'hui, tu le sens croître toujours parce que vous grossissez en termes de pays. Je crois que vous lancez aussi en Amérique du Nord. Vous êtes lancé depuis 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans. Oui. Et dans tous ces pays, tu réussis à avoir aussi un dispatch qui est équitable Non. Non. Non, en Amérique du Nord, quand on livre, non. D'accord. On livre d'ici. On livrait d'ici. Et maintenant, on livre directement du Brésil, mais non. C'est pas... Il n'y a pas de stockage, en fait. Il n'y a pas de stockage Veja en Amérique du Nord. On livre directement de l'usine. Ok. Et donc, la croissance, elle se fait encore aujourd'hui principalement sur des nouveaux territoires ou même en France? Ah non, en France aussi. Je vois que d'ailleurs, notre nouveau président porte des Veja oui. pendant ses vacances. Il les a achetés cet été. D'accord. Donc un client un peu particulier, mais un client, voilà, il les a achetés cet été sur le site. En fait, on a un copain qui travaille à l'Élysée et qui lui a montré le projet. Voilà, ça lui a plu. Il cherchait des baskets pour les vacances. Enfin, comme toi et moi, on peut chercher des baskets et voilà. Et je crois savoir que, alors j'ai des éléments de réponse parce que évidemment, je vais pas te poser cette question sur qu'est-ce qui te fait courir. T'as eu cette réponse auprès de Benoît Bergeau dont on parlait, qu'on salue ce soir. Mais je crois savoir que t'as eu des offres de rachat déjà, plusieurs peut-être. Ça, c'est des choses, dont des choses, j'imagine, en plus sur des volumes comme ça et des sociétés comme ça qui doivent être assez importantes. Ah oui, on a eu des offres de rachat, des offres de rentrée au capital, etc. Mais on est assez old school là-dessus. Ouais. C'est-à-dire qu'on dit pas non, jamais. Enfin, on dit pas jamais, mais pour l'instant, on dit non parce que c'est quand même très agréable d'être complètement maître à bord. Et je pense qu'il y a plein de projets qu'on fait qui seraient refusés si on avait des investisseurs. Ouais. Il y a plein de risques qu'on prend, d'envie qu'on a et de projets qu'on mène qui seraient pas viables s'il y avait des investisseurs et enfin qui seraient pas acceptés plutôt. Tu peux avoir des investisseurs peut-être d'une nouvelle génération, je sais pas, j'imagine que ça existe, équitable, le développement durable ou si ça existe pas, faut le créer, faut que tu le fondes. Peut-être, ouais, pourquoi pas, mais je sais pas, je pense que on était banquier d'affaires avant, donc c'est un système qu'on connaît et on n'a pas envie d'être dans cette économie-là, ou pas forcément dans cette économie-là qui est de dire non, il pourrait y avoir un investisseur privé, un particulier,
qui investit dans Veja, ou une entreprise comme la nôtre d'une taille bien supérieure qui investit dans Veja. Mais on sait qu'on perdrait de la liberté, et c'est l'une des choses à laquelle on tient le plus. C'est une liberté totale et une responsabilité totale aussi. C'est-à-dire que si ça marche, c'est grâce à nous, et si ça marche pas, c'est à cause de nous. Ça, c'est quelque chose de... Et on aime bien créer ce... Alors c'est vrai que c'est pas du tout l'école d'aujourd'hui, où les levées de fonds ont pris quasiment autant d'importance que le business. Mais pareil, on se libère un temps. On a un temps libéré dans le non-reporting qu'on n'a pas à faire à des investisseurs, dans la non-chasse à la levée de fonds. Voilà, on s'occupe de... Une organisation qui vous est propre et vous impose pas. Alors, peut-être que les investisseurs apporteraient une organisation meilleure, etc. Mais ça, on saura peut-être jamais. Et si tu devais si tu devais revenir 10 ans en arrière, et peut-être après 20 ans ou 15 ans, et te dire, te donner un bon conseil sur ce que tu dois faire, ou est-ce qu'aujourd'hui il y a des choses qui te reviendraient à l'esprit, ou tu te dis on a fait les choses à l'endroit On a fait plein de bêtises, on a fait plein de conneries, on en fait toujours encore tous les jours. Un conseil, je t'en parlais tout à l'heure en fait, d'être un peu moins dans la critique, un peu moins dans la colère, surtout au début de Veja. Et ça, je l'ai appris beaucoup à travers, par exemple, un mec comme JR, tu sais, le photographe, je sais pas si on en a déjà parlé ensemble, mais sa façon de voir, c'est vraiment de s'occuper de lui et d'être plutôt, d'avoir un regard, j'aime pas du tout le mot bienveillant, mais d'avoir un regard optimiste sur les gens, optimiste sur le monde. Et il y a peut-être eu un moment de Veja où surtout moi, Guilain, beaucoup moins, Guilain, il est très pessimiste dans le business, ce qui est très bien, mais il est très optimiste dans la vie, et moi je pense qu'il y a un moment où j'étais un peu pessimiste et un fighter, peu critique, quoi, ouais. Et fighter trop, c'est-à-dire trop critique envers les gens. Et aujourd'hui j'ai l'impression de m'accompagner moi-même dans ce changement et d'être beaucoup plus cool, relax, et je pense que c'est de la confiance en soi aussi. Je pense que c'était sans doute un manque de confiance en moi, tu vois. Et donc de s'occuper de ce qu'on fait soi, d'essayer de le faire au mieux, sans regarder trop Pierre, Paul, Jacques en les critiquant. Ça a peut-être été tu vois, je pense que 2006-2009, je suis un peu dans ce truc-là. Par colère et par dénonciation, etc. Aujourd'hui, je le suis plus du tout. Enfin, plus du tout. Ça m'importe plus, en fait. Dans le système que je connais assez peu, mais actuel, alors il y a un système que je connais bien qui est celui des médias, qu'on peut critiquer de temps en temps. Mais dans le système actuel de la mode, on dit aussi souvent que si par exemple t'es pas annonceur quelque part, on va pas parler de toi. Aujourd'hui, vous arrivez à faire quand même pas mal parler de vous, notamment par votre modèle économique, par un certain nombre de choses. Donc, est-ce que ça t'as ressenti, t'as eu l'impression par moment que vous étiez un peu mis de côté parce que tu payais pas de pub dans tel magazine, ou c'est vraiment pas quelque chose que tu ressens? Tu vois, dans le conseil précédent là, ou dans c'est pas le conseil, c'est le conseil à moi-même. J'avais peut-être un peu ça. À un moment. 2006-2009, j'étais un peu là-dedans à critiquer, pas forcément les médias, n'importe qui. Aujourd'hui, on n'en fait peu de cas. Vous voulez parler de nous, tant mieux. Vous voulez pas parler de nous, tant pis. On s'en fout en fait. On s'en fout. Nous, en fait, ce qui compte, c'est de créer quelque chose d'innovant, de s'amuser. Et on pense que cet amour-là, en fait, je te parle de ça, c'est plus du vécu qu'une théorie. C'est quand tu mets beaucoup d'amour dans un produit, dans un projet, dans une entreprise, elle a quand même beaucoup de chances de marcher. Quand tu veux faire juste du business, pour l'argent, elle a des chances de marcher, mais je pense qu'elle en a moins.
Oui, Et quand tu mets tout sur la table, en fait, c'est le conseil que je donne à des créateurs, des copains qui sont créateurs de mode, etc. Je leur dis souvent, votre marque, vous mettez pas assez de vous dedans. Il faut mettre de vous à fond. Il faut tout mettre, quoi. C'est le moment. C'est pas dans 2 ans ou 3 ans que tu mettras tout. C'est aujourd'hui. Mais tout ce que t'as en toi, tout ce que tu penses du monde, mets-le à l'intérieur. Avec de la bienveillance, avec que ça soit ouais. que ça soit de la poésie, que ça soit de ta vision du monde, que ça soit, mets-le dans ce que tu fais tous les jours et tu t'en porteras sûrement mieux. Parce qu'il y a une espèce de création. Tu te mets hors de toi. Tu crées quelque chose hors de toi. Il y a sûrement un peu de psychanalyse aussi, je pense, là-dedans. Ouais. Non, mais je pense aussi que il y a aussi des choses qu'on acquiert après. Moi, ça doit faire une 12aine d'années que j'entreprends et je pense que j'intègre beaucoup plus d'éléments justement de culture d'entreprise, mais je dis ça dans le terme plus, autour de la bienveillance. Une culture, elle se crée toute seule quelque part, mais d'essayer de faire en sorte que les gens soient bien, que t'aies une bonne relation avec tes fournisseurs, avec tes clients. Moi, je vois bien, par exemple, dans mon business d'agence, je vois beaucoup d'agences qui bossent avec des sous-traitants qui veulent surtout pas qu'on sache que tel truc a été fait par un tel et c'est pas eux qui l'ont fait, etc. Ouais, et la question, c'est comment tu rentres chez toi le soir. Ouais, c'est ça. Quand c'est comme ça. Tu vois, si toi et moi on a la chance d'avoir créé des projets, si les gens sont pas à l'aise, si les gens sont pas heureux dans ces projets tous les jours, comment toi tu peux l'être? C'est quand même un peu difficile, quoi, je crois. Je sais, en fait, je peux pas parler pour les autres. Ouais. En tout cas, moi, je sais que je serais pas heureux dans une organisation. T'es bien dans tes Véja, quoi. Bah ouais, non mais c'est important, enfin c'est le plus important même. Je me marre de ma propre blague. On passe 10 heures par jour ensemble, peut-être un peu moins, mais on passe 7-8 heures par jour ensemble. Putain, si c'est pas agréable, sympa, confiance, etc. Bon. Ouais. Mais quand je te disais on était mauvais manager, il y avait de ça. Sûrement au début on n'avait pas assez confiance dans les gens, on attendait trop d'eux, tandis que on s'est rendu compte que laisser de l'autonomie aux gens dans leur travail, ça les rendait heureux, c'est même pas performant, c'est que tu les voyais se transformer. Ouais. Et quel plus grand bonheur que de voir quelqu'un qui bosse à tes côtés tous les jours, qui se transforme et qui grandit et qui devient de plus en plus curieux. Pour moi, c'est l'un des plus grands bonheurs de la vie professionnelle, quoi. Ouais. Et parlons digital rapidement. Aujourd'hui, vous vendez vos baskets donc par des boutiques qui sont pas les vôtres. Vous vendez vos baskets, on pourra y venir peut-être rapidement, par une boutique au moins qui est la vôtre, qui vend d'autres baskets et d'autres produits qui s'appellent Centre Commercial. Et vous vendez aussi aujourd'hui beaucoup en ligne. C'est un business qui représente une bonne partie de votre chiffre d'affaires. C'est quelque chose qui a grossi énormément. Ça fonctionne bien. C'est ce flux de distribution internet. On l'a pas bien traité au début, mais à dessein. C'est-à-dire qu'on voulait protéger nos clients, les magasins qui vendaient les Véja. On voulait pas leur faire d'ombre. Et on s'est vite rendu compte on a commencé réellement le e-commerce en 2009. Alors qu'on aurait dû le commencer bien avant, mais je pense que c'était pas mal dans cette histoire de créer des liens très forts qu'on a toujours avec nos retailers, de les avoir protégés. Ils ont vu qu'on les a protégés, ils ont vu notre attention et aujourd'hui la marque a pris une ampleur telle qu'il n'y a pas du tout de problème à avoir un site de vente en ligne très fort et des retailers très forts. Et ça s'accommode très bien et on fait attention aussi de leur réserver des surprises, de leur réserver des exclusivités, c'est une attention particulière. On est à l'aise dans les deux mondes. Et le commerce direct, c'est-à-dire nos propres retail, et le commerce indirect, qu'on appelle le wholesale ou grossiste en français, ce qui est très joli, mais de vendre à des boutiques, on est très à l'aise dans les deux. Et c'est vrai que c'est les deux pendant de distribution de Véja et on les défend corps et âme tous les deux. Et dans votre chaîne de valeur, il y a... D'ailleurs, juste pour, je te coupe, pardon. Et d'ailleurs, on s'est réorganisé nous avec Guilain. Guilain aujourd'hui
s'occupe du flux wholesale et moi je m'occupe du flux direct. Et c'est assez cool d'avoir on n'a pas du tout de compétition entre nous, hein, mais d'avoir cet échange et cette attention où il y a un fondateur qui est à chaque fois dans un flux complètement différent. Et du coup, vous avez aujourd'hui dans ta chaîne de valeur, est-ce que tu peux te dire tel grossiste ou tel magasin ou chaîne de magasins, je veux pas lui vendre parce que elle correspond pas. Ça arrive tous les jours, ouais. Tout le temps. Tu vends pas sur Amazon? On a vendu. Ouais. On n'a pas forcément apprécié. On a arrêté. Ils reviennent à la charge très fort. Et écoute, c'est pas pour moi. Je dis pas que c'est un mauvais. Non, pour moi c'est pas un problème éthique. C'est pas un problème éthique. C'est Amazon, c'est plus un problème de façon de faire où c'est vraiment l'inhumanité totale. C'est-à-dire que tu n'as pas grand monde en face de toi et qu'il y a le moindre problème, c'est très très compliqué de traiter avec eux. Et un risque potentiel, même si je suis client, mais de se dire que le rouleau compresseur Amazon à l'avenir écrasera tout sur son passage aussi sur un certain nombre de... Non, ça j'y crois pas. Non, j'y crois pas du tout. Pas du tout. Et donc du coup, pour revenir un tout petit peu sur ton organisation et sur essayer de comprendre un peu, je sais pas, tes petites recettes au quotidien, les petites choses où tu as pu analyser, progresser, etc. Que ce soit perso, pro, est-ce que dans ton organisation quotidienne, dans je sais pas, moi on parle de morning routine chez les Américains, on parle de beaucoup de gens qui vont, je sais pas, moi j'ai pu parler à Céline Lazorte, la fondatrice de Litchi, qui me racontait qu'elle méditait dans le métro, d'autres qui vont faire du sport, d'autres qui s'organisent pour telle ou telle chose, qui écoutent tel podcast ou qui lisent tel. T'as toi aujourd'hui des petites choses qui te font vivre, qui te font progresser, plus qui pas quand je dis perso, c'est plus qui te font progresser humainement, business wise, des habitudes. Pas trop, si ce n'est oui de me déplacer à vélo, ça fait du bien. Sinon non, j'ai pas de. Je suis tellement désorganisé comme garçon que j'ai pas trop de routine en fait quotidienne. C'est peut-être ça en fait le trick, c'est d'essayer de casser la routine. À la limite, c'est vrai que mes équipes me courent un peu après de temps en temps parce qu'ils savent pas trop où je suis, où je vais, où je serai. J'ai pas d'agenda partagé par exemple. Ouais. J'ai qu'un agenda papier. J'ai pas d'agenda digital. Personne ne prend mes billets de train, mes billets d'avion. Dans notre organisation ici, on essaie de pas avoir de secrétaire ou d'assistant. C'est-à-dire que l'autonomie, ça commence par là. Pour nous, chacun s'occupe de vider sa corbeille à papier le soir. J'exagère un peu, mais c'est une image parce que on a des gens qui font le ménage en réinsertion d'ailleurs ici, et c'est pas forcément la meilleure réinsertion d'ailleurs, on s'en est rendu compte. Mais quand même on prodigue l'autonomie dans le travail, mais dans tout ce qui touche au travail de façon indirecte. Et puis après, tu nous en as aussi livré un qui était potentiellement de partir 2 semaines avec Guylain ou de faire un certain nombre de choses pour justement pour prendre à faire un pas en arrière et ça, je pense que c'est aussi une petite recette qu'il faut être capable de prendre en considération. C'est pas possible dans tous les business. Oui, là aujourd'hui on a une bonne équipe, on est 70 chez Veja et là par exemple j'ai pris 1 mois de vacances et c'est la 2e année que je fais ça. Et c'est un énorme luxe. Bon, luxe, mais les 11 mois qui restent sont assez intenses du coup. Mais je pense qu'on a besoin de couper avec Guylain. Et c'est vrai que le Brésil, même si ça reste du boulot, est une vraie coupure. En fait, notre force, je pense, ça réside dans le fait de changer d'environnement, mais totalement. C'est-à-dire quand t'es un jour en rendez-vous avec Mathieu, avec un micro vert et un micro rose, et le lendemain, j'exagère, ou le surlendemain, au Brésil, dans la forêt amazonienne, ça permet de ne pas te faire tuer par la routine, je pense, ouais. Et de changer d'environnement. Et nous, c'est aussi pour ça qu'on a monté Veja. C'est-à-dire ces environnements tellement différents, tellement forts à chaque fois que
ça crée une vie assez intense, même si elle est pas forcément rapide, tu vois. Et je pense aussi que aujourd'hui, en restant toujours dans le quotidien, moi je le vois aussi. Trop focus, tu réussis tu finis par. Moi, je me suis imposé pas mal de choses sur le sport, sur les levées le matin, sur pas mal de choses, et très vite aussi, tu finis par t'imposer trop de choses aussi. Et dans toute cette organisation, il faut savoir trouver un peu le lâcher prise et à un certain moment. Et quand tu es en vacances un mois, tu bosses pas. Parce que c'est toujours pareil, ça me fait un peu marrer et doucement marrer parce qu'on est tous à dire qu'on bosse pas. Je reviens sur Céline Lazorte qui me disait moi j'ai un truc, c'est que le samedi je bosse pas, machin. Je lui dis mais tu regardes pas tes mails, tu réponds à rien. Elle me dit ah bah si sur mon téléphone et voilà, je réponds quand même à des choses. Je suis un peu donc en fait pas bosser si ça consiste à pas être sur un ordinateur. Toi t'arrives à faire un cut-off total ou... Bah, j'avais du mal et j'y arrive de plus en plus, mais j'ai pas mes mails sur mon téléphone. Du tout. Bah voilà une petite recette, d'accord. J'ai pas mes mails sur mon téléphone. Donc quand tu quittes le travail le soir, avant le lendemain matin, t'as peu de pollution. Je peux très bien. Pendant des années, j'ai bossé, je dînais en famille et à 21h30, je me remettais au boulot jusqu'à 1h du mat. Donc en fait. Mais t'as quand même pas cette pollution. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est intéressant. C'est quelque chose. Moi, je crois vraiment que le mail est une vraie pollution aujourd'hui dans le travail, très très compliqué à gérer. Je suis vraiment très loin d'avoir réglé ce problème. Oh, non plus. Hein. Je l'ai pas réglé du tout. Hein. Mais le fait de dire quand je pars du bureau, que j'ai pas mon ordinateur, que je suis. Non, je me dis pas ça. Oui, mais moi, alors à la limite, moi, je me le dis. Ouais. Je me dis, il y a quand même ce truc où toi, quand tu pars, que t'es en famille, si t'as ton téléphone à côté, bah, tu peux pas regarder tes mails comme ça. Faut ouvrir l'ordinateur, faut faire une démarche. C'est pas aussi accessible, c'est pas aussi simple. Du coup, quand tu vas dîner avec des potes, tu dînes avec des potes, quoi. Tu vois ce que je veux dire, t'as pas. Alors moi j'ai plus de notifs depuis bien longtemps sur mes mails, mais t'as pas cette espèce de pollution qui vient dans ta vie intrusive, venir chercher des choses. Et je pense que c'est quelque chose de potentiellement intéressant. Je sais pas. Oui, après des dîners brisés avec des potes, j'en ai eu aussi. Hein. Oui. Enfin des dîners où il y a un problème, texto, un appel au Brésil, oui. Un appel. Mais en fait, il faut le prendre de façon relax. C'est un prof de philo qu'on a eu avec Guilain et qui nous a beaucoup marqué en terminale. Qui disait les enfants, si vous faites un schisme entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle, vous serez malheureux. C'est la même vie, c'est une vie. D'accord. Donc, je pense qu'on a très bien réussi à ne pas faire de schisme. Mais après, c'est vrai que ne pas faire de schisme, ça peut vouloir dire aussi se faire complètement avaler. Mais on a, et Guilain et moi, un caractère c'est très difficile de nous avaler. On arrive très bien à faire la part des choses et je pense que ça c'est une discipline personnelle que de prendre du recul un peu à chaque fois, même à chaque message, même à chaque mail, de ne pas être surtout dans l'instantanéité tout le temps. Sinon, et c'est dur. Hein, nous, on est la génération qui s'est pris des réseaux sociaux en pleine figure. Quoi. On est la première génération. Facebook 2005, on a 25 ans, on est les premiers utilisateurs. Quoi. Ouais. Et on a été un peu bouffés par les réseaux sociaux tous. Hein. Nos enfants nous regardent. Tu vois, on a des enfants qui ont sensiblement le même âge, je pense. Et ils nous regardent, ils doivent se dire, c'est quand même bizarre. Un enfant qui a 3 ans qui regarde un adulte aujourd'hui, c'est quand même bizarre. Un adulte qui est rivé sur son téléphone, je dirais la moitié ou un tiers du temps commun partagé. Et ça... D'ailleurs, on voit bien que quand un enfant grandit, à 1 an, 2 ans, l'objet qui l'impressionne le plus et qu'il a envie de toucher et de prendre, c'est vraiment le téléphone, parce qu'il se dit c'est quoi cette boîte noire sur laquelle ils sont tout le temps en fait, quoi. Ouais, et c'est vrai qu'avec la femme que j'aime, on n'a pas de télé chez nous, on n'a pas de tablette, on a des écrans dans nos téléphones, mais c'est tout. Et pour les enfants, je pense que c'est important. Je pense que je vois les enfants des autres et parfois je suis assez impressionné qu'à 4 ans, ils sachent se servir d'un téléphone ou ils sachent se servir d'une tablette de façon dingue et qui passent leur vie sur la tablette. Ça m'angoisse un peu. Ouais. Alors ça sera l'avenir, ça sera pas l'avenir, j'en sais rien, mais en tout cas pour mes enfants, ça m'angoisse un peu.
Et on pourrait refaire un podcast entier sur centre commercial, j'imagine. Donc peut-être qu'on le fera. Hein, mais avant de te poser la question de l'avenir de Veja et l'avenir de Sébastien Kopp, en 2 mots, Veja, vous avez créé tous les deux une autre société ? Non, d'accord. C'est la même. La même. Donc vous avez créé Centre Commercial, qui est un lieu qui est à Paris, pas loin d'ici. Ouais, c'est déjà vieux. Dans une époque rapide, c'est déjà vieux. On l'a lancé en décembre 2010, donc ça va bientôt faire 7 ans. C'est un lieu qui rassemble, c'est un magasin de mode qui rassemble plein de marques qui travaillent différemment, qui ont un souci particulier sur le sourcing de production. Donc ça rassemble les marques qu'on estime être les plus cool esthétiquement, c'est-à-dire qu'il y a un pan esthétique très fort et un pan sourcing, transparence très fort aussi. En fait, il faut cumuler les deux pour pouvoir rentrer chez Centre Commercial en tant que marque. Et ça a été donc le premier lieu qu'on a ouvert, ça a été le premier magasin qu'on a ouvert. C'est un nom un peu particulier parce que oui, très paradoxal. Je l'ai trouvé en lisant Paradis Infernaux de Mike Davis, qui est un sociologue américain incroyable qui travaille sur les villes. Et l'introduction de ce bouquin-là, c'était sur le centre commercial qui représentait le futur, c'est-à-dire un lieu où on est filmé en permanence. Il appelait ça un lieu panoptique, c'est-à-dire qu'il y a des caméras partout, dans les magasins, dans les couloirs, dans les toilettes. Tu peux être filmé de A à Z en mettant un pied dans le centre commercial. Il disait que ces centres commerciaux reflétaient la ville de demain, plutôt pour le pire. Et ça nous a amusé de se servir d'un lieu d'un nom de lieu qu'on juge un peu obsolète déjà, pour créer le magasin qu'on voulait voir apparaître, c'est-à-dire un magasin qui a une attention particulière sur les marques qu'il référence en termes de sourcing. Donc en fait, ça a créé un peu une famille, c'est-à-dire que c'est beaucoup de créateurs de notre âge, de notre génération, et plus jeunes, qui se lancent dans le Made in France, dans le Made in England, dans le bio, etc., sans que ça soit trop dit, comme dans Veja, sans que ce soit trop dit, trop sur les murs, trop communiqué. Il y a plein de clients qui y vont sans même savoir ce que c'est. Et ce qui est comme Veja d'ailleurs, on appelle ça le cheval de Troie, c'est-à-dire qu'il y a plein de clients qui ont des Veja sans connaître le projet derrière, et on trouve que c'est la meilleure des victoires. Ouais. Parce que ça veut dire que esthétiquement, on est au niveau des autres. Tu réponds aux critères de la consommation ouais. tout en étant derrière. Ouais. Et ça, c'est une vraie victoire, je crois. Et qu'on retrouve d'ailleurs Centre Commercial en ligne, sur centrecommercial.cc. Très bien. Et du coup, l'avenir de Veja, c'est quoi pourquoi vous faites pas des chemises ou des t-shirts Parce qu'on adore les baskets, ouais. Et que c'est toujours un produit aussi particulier pour nous, et qu'on a encore énormément de chemin à faire, que pour nous on en est encore au début de Veja. On le voit dans la croissance de l'organisation, la croissance de l'entreprise. On a lancé Veja aux États-Unis il y a 2 ans. C'est incroyable ce qui arrive là-bas. Ça représente combien de votre chiffre d'affaires ? C'est, je crois, 20%. Je mélange un peu 2016-2017, 20-25% de notre chiffre d'affaires énorme, maintenant. Et on a encore vraiment énormément de chemin à faire, de projets à réaliser. On en est qu'au début pour nous. Donc l'avenir de Veja, c'est continuer à être heureux tous les jours dans ce qu'on fait, dans les innovations, continuer à essayer de se révolutionner soi-même. C'est un peu ça, c'est une bonne discipline aussi, ouais. D'essayer de pas rester sur nos acquis. Et je pense que Aiguilin et moi, avec des caractères très différents, on a ce point commun qui est de s'ennuyer très vite, et du coup de vouloir, par exemple, Centre Commercial, s'il y avait eu des investisseurs dans Veja, jamais ils auraient voulu qu'on ouvre ce lieu. Et aujourd'hui, c'est une réussite économique très forte, sans balancer de chiffres, etc. C'est une équipe de 15 personnes aujourd'hui. On ouvre Centre Commercial numéro 2, rive gauche, dans 2 mois, avec une équipe vraiment incroyable. Enfin, c'est toutes les personnes qui travaillent là-bas. On a une équipe très soudée, très forte.
Et voilà, c'est dans un contexte retail physique qui est très dur, où la crise, Internet, etc. On est arrivé à créer quelque chose de fort et de surprenant et de cool, où on fait plein de lancements de bouquins. Tu vois, on avait lancé il y a 5-6 ans, on avait lancé l'ouvrage de Julian Assange. En fait, Centre Commercial, ça nous a permis de sortir de Veja et de s'exprimer sur des projets, des œuvres, travailler avec des artistes où on n'aurait pas forcément pu le faire sur une basket. Et ça nous a ouvert des portes, ça a créé des ponts, et ça a, je pense, renforcé Veja sur le temps long. Là par exemple on lance le 21 septembre, on lance avec Orelsan, qui est un artiste, un chanteur, un rappeur français. On lance sa marque de vêtements qui est assez cool, qui s'appelle Avenir, et lui était venu nous voir parce qu'il voulait produire de façon clean dès le départ, etc. Et ça crée des ponts, ça crée des rencontres. On adore ce projet-là aussi. Et c'est vrai que c'est deux projets qui sont menés en parallèle, mais qui se complètent et qui se nourrissent l'un l'autre. Beaucoup. Il y a eu beaucoup de collaborations avec Veja qui naissent de Centre Commercial, c'est-à-dire que la marque est référencée chez Centre Commercial. Une marque comme Bleu de Paname, c'est un peu les ayatollahs du Made in France. Tu parlais d'ayatollahs. On a créé une Veja Bleu de Paname avec leur tissu fabriqué en France, qu'on a envoyé au Brésil, et on a créé une basket avec eux. Ça crée des ponts, ça crée un tremplin. C'est aussi un tremplin Centre Commercial pour plein de marques aujourd'hui, parce qu'on a cette capacité à faire des lancements, à rameuter plein de monde complètement différents. On a plusieurs sphères. On a la sphère très écolo, très engagée, Greenpeace, etc. On a la sphère mode, et on a la sphère un peu plus artiste, écrivain, plasticien, photographe. Et on aime bien mélanger ces mondes-là. On aime bien qu'ils se rencontrent et créent des projets même hors de nous. D'accord. C'est Centre Commercial, c'est ça pour nous. Et là-dessus, pour finir, alors je sais que tu veux pas être, tu l'as dit, dans la critique trop, ou dans justement le donneur de leçons, mais à l'inverse, alors c'est aussi le cas de ce podcast. Tu parlais de temps long, mais c'est un peu l'idée. Moi, j'apprécie beaucoup cet échange où on va au fond des choses, et bon, il pourrait durer le double de temps. On va bientôt s'arrêter, mais vous avez jamais eu envie d'écrire un livre sur tout ça, justement, sur comment vous faites, pas pour critiquer, mais pour donner l'exemple, pour expliquer à d'autres, parce que je pense que en écoutant tout ça, si tu faisais ça quelque part, tu pourrais donner des raccourcis à pas mal de gens pour leur apprendre des choses et partager des choses que vous avez appris. Moi j'avais cette envie-là. Guilain l'avait moins. Il disait que ce serait un peu comme si c'était un peu une fin. Et je pense qu'il, comme souvent, il a raison, dans le sens où le meilleur livre que tu puisses écrire, c'est la réalité, c'est la vie, et finalement écrire, ça serait peut-être un peu se regarder. C'est marrant parce que Veja ça veut dire regarde en portugais, et je pense qu'il a raison qu'on est au début du chemin encore. On a pas encore 40 ans, et on a encore plein d'envies, plein de projets à mener. Et écrire un livre, c'est peut-être un peu, tu vois, s'arrêter et regarder en arrière. Il voyait ça comme ça, et je le comprenais pas trop au début. Et en fait, je le comprends beaucoup mieux. J'avais envie il y a 4-5 ans. Et je crois qu'il a raison. Je crois que écrire un livre, il y a un truc de se regarder un peu et de s'auto-écrire. Je sais pas. J'étais prêt, je le suis plus, et on a plein de projets à mener, et je pense qu'on est vachement trop dans la vie et dans le mouvement pour écrire encore. Et lui, il voit ça un peu comme des mémoires, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un truc un peu flippant. Oui, ça pourrait être vu autrement, mais. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est une des choses dont on aurait dû plus parler aussi. Mais cette relation avec Guilain, elle est super forte depuis le début, depuis toujours. Vous vous engueulez beaucoup? Non, parce qu'il est très sympa. Et que grâce à lui, alors. Ouais, c'est grâce à lui. Ouais. Non, parce qu'il a un caractère très diplomate,
et que lui, tu vois, pour t'expliquer ça géographiquement, lui il vient du nord, lui vient de Calais et moi je viens de Marseille, donc voilà, c'est la glace et le feu, et on a quand même ça dans notre tempérament, et on s'engueule, mais la minute d'après on est déjà reparti, on se connaît tellement bien que une engueulade se termine. C'est d'ailleurs assez fou l'orage que ça peut créer, l'intensité de la tension pour nos équipes quand on n'est pas d'accord, et la surprise que de se remettre ensemble tout de suite dès la minute qui suit. Ça, c'est un peu une de notre particularité de couple, si tu veux. On a un couple un peu bizarre, tu sais, comme chaque couple, comme un couple amoureux peut l'être. Nous, on a un couple d'amis. Et même on est plus qu'amis, on est comme frères, et c'est intenable pour beaucoup de monde de nous avoir dans la même pièce parce qu'on se comprend, il y a plein de choses, c'est-à-dire que si t'es avec nous deux, on a tellement eu le même parcours, on a tellement traversé les mêmes étapes que je saurais ce que Guylain pense de toi, il saura ce que je pense de toi, même si on pense pas la même chose. Enfin, c'est assez fou. La fusion qu'on peut avoir est pas forcément agréable pour la troisième personne qui est avec nous. Mais voilà. Écoute, je te remercie. Moi, je suis impressionné par tout ça. Je trouve que notamment cette association, c'est la base. Après, il y a tout le reste qui est allé autour, mais c'est la base, et pour moi la quintessence de l'entreprise, et j'aime beaucoup ce mot qui est finalement une entreprise, mais que vous avez tourné sur quelque chose de beau, de poétique et de bon, en fait, entre vous deux d'abord, et après avec vos fournisseurs, avec vos équipes, avec vos clients, avec tout l'écosystème qui va autour. Donc je te remercie parce que c'est très inspirant, c'est exactement ce que je veux faire dans ce podcast. J'espère que tout le monde l'appréciera, et puis éventuellement on se fera une suite un jour quand tu auras 12 projets de plus ou voilà. Mais bravo, merci beaucoup Sébastien. Merci à toi Mathieu. Et puis à bientôt alors. Salut. Waouh, mais quelle claque. J'espère que cet épisode vous a plu autant qu'il m'a plu. Moi j'ai pris une bonne leçon de business et d'humanité. Je pense que Sébastien et son cofondateur Guylain ont fait quelque chose d'extraordinaire, mais aussi ils prouvent qu'ils ont évolué dans la durée beaucoup. Ils partaient avec beaucoup de bonne volonté, mais ils ont aussi beaucoup changé, et ils changent aussi la manière de voir le business, la vision du monde, les ambitions qu'on peut avoir, se dire qu'on peut faire des affaires tout en faisant du bien au monde, en faisant du bien aux gens qui nous entourent. C'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça fantastique. J'espère que c'est le cas pour vous. Si c'est le cas, partagez cet épisode et le précédent. Abonnez-vous à Génération Do It Yourself également. Et puis répandez la bonne parole autour de vous. Cet épisode est terminé. Génération Do It Yourself, épisode 11. C'est fini. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.